Je m'appelle Chloé Martin et quand tout cela a commencé, j'avais 33 ans et j'étais fatiguée jusqu'à la moelle, une fatigue lourde que l'on ressent dans chaque articulation. Le jour, je dirigeais un atelier de préparation de motos custom à Nantes. Je n'étais pas la réceptionniste ou la fille du bureau qui gère la paperasse. J'étais la patronne et la chef mécanicienne. Je découpais le métal, soudais les cadres, réglais les moteurs et passais la moitié de ma vie à sentir l'essence et le dégraissant. Ce mardi-là avait été un enfer. 2 de mes gars s'étaient mis en arrêt maladie, ce qui signifiait que j'avais passé la matinée à fabriquer un réservoir sur une commande urgente, l'après-midi à me battre avec un système d'échappement récalcitrant et les 3 dernières heures à m'engueuler avec un fournisseur de pièces qui ne retrouvait soudainement plus la commande passée 2 semaines plus tôt. Au moment où je me suis garée dans notre allée à 19h30, je fonctionnais à l'adrénaline, les mains douloureuses, les lombaires en compote, les cheveux toujours coincés sous mon bandana. Tout ce que je voulais, c'était réchauffer un reste de pâte au micro-ondes, prendre une douche brûlante et m'endormir devant un documentaire criminel type Faites entrer l'accusé. Au lieu de cela, à la seconde où j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose clochait. La maison était trop calme. La voiture de Maxime était là, donc il était rentré. Mais il n'y avait pas de musique, pas de télé, pas de podcast résonnant depuis l'enceinte de la cuisine, juste un silence lourd et inconfortable. Maxime, ai-je appelé en jetant mes clés dans le vide-poche de l'entrée. Cuisine, a-t-il répondu. Je suis entrée et je me suis figée. Il était appuyé contre le plan de travail, les bras croisés, comme s'il prenait la pause. Fraîchement douché, coiffé, chemise impeccable et jean brut qu'il avait choisi avec soin. Toute son attitude criait « présentation officielle, pas soirée détente à la maison ». Mon estomac s'est noué. « Salut », dis-je, forçant ma voix à rester légère. « Tu es bien habillé pour un mardi. » Il n'a pas souri. « Il faut qu'on parle. » Évidemment. J'ai attrapé une bouteille d'eau dans le frigo pour gagner quelques secondes. Mon cerveau passait déjà en revue les possibilités, dette cachée, perte d'emploi, voyage surprise, crise de la trentaine précoce. D'accord, dis-je en posant la bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Il prit une inspiration théâtrale, comme s'il avait répété. Tu sais, cette vie ne me convient plus vraiment. J'ai cligné des yeux. Quelle vie? Ça. Il fit un geste vague englobant la cuisine. La routine, les trucs traditionnels. Je commence à sentir que notre relation stagne. Je m'ennuie, Chloé. J'ai beaucoup lu, fait beaucoup de travail sur moi-même, et je réalise que la monogamie est une sorte de construction sociale. Et voilà. Je l'ai fixé, les mots atterrissant un par un, étrangement lents. C'était peut-être l'épuisement, mais pendant une seconde, ça ressemblait à une blague racontée dans une langue que je ne comprenais qu'à moitié. Pardon, ai-je demandé. Il semblait presque agacé que je n'acquiesce pas immédiatement dans un élan d'illumination. Je te donne 2 choix, dit-il. Je veux être honnête avec toi, pas te tromper en douce. Alors, je te le dis franchement. Je veux explorer quelque chose avec Léa. Le nom m'a frappé comme une gifle. Léa, son ex de la fac. Celle dont le nom clignotait sur son téléphone il y a des années jusqu'à ce qu'il coupe enfin contact pour le bien de notre couple. Celle qu'il décrivait comme intense, brillante et trop dramatique pour du long terme. Mon ex, ajouta-t-il au cas où j'aurais oublié. Tu la connais? Oui, Maxime, dis-je lentement. Je sais qui est Léa. Il croisa les bras plus fort. Donc, voici les options. Tu peux accepter que je veuille explorer cette connexion avec elle, et nous pouvons trouver comment faire fonctionner cela de manière consciente et éthique. Ou tu peux rester en dehors de mon chemin pendant que je le fais, parce que je ne suis pas prêt à continuer à me rétrécir dans cette boîte que nous avons construite. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas rire. J'avais travaillé 12 heures debout, couverte de graisse, à me battre avec des boulons foirés, juste pour rentrer et m'entendre dire que ma relation était une boîte parce qu'il voulait coucher avec son ex. Depuis combien de temps tu prévois ça, ai-je demandé. Il soupira comme si je rendais les choses plus difficiles que nécessaire. Ce n'est pas un coup de tête, Chloé. C'est un cheminement, d'accord? J'élargis ma conscience depuis des mois, je lis sur le non-monogamie, j'écoute des experts.
Ce n'est pas une réponse, dis-je calmement. Depuis combien de temps Léa et toi vous parlez? Sa mâchoire se crispa. Quelques mois. C'est surtout spirituel, émotionnel. Elle comprend des parties de moi que tu ne saisis simplement pas. C'était encore là. Cette cruauté douce et suffisante, codée dans un vocabulaire de développement personnel. Et tu me dis que c'est quoi, ça, demandai-je. Une opportunité pour moi de grandir? Oui. Ses yeux s'illuminèrent comme s'il était fier de lui. Je ne te trahis pas. Je suis transparent. Je ne veux pas me cacher. Je veux que tu aies la chance d'évoluer avec moi, de dépasser la jalousie et la possessivité. Je l'ai observé un long moment. En surface, il avait l'air calme, réfléchi, comme un invité de podcast expliquant son éveil spirituel. En dessous, je voyais autre chose, un homme qui avait déjà pris sa décision et avait besoin que je valide son choix pour ne pas avoir à se sentir comme le méchant. J'ai pris une inspiration. Donc, pour récapituler, dis-je, tu veux coucher avec ton ex? Si je dis non, tu le feras quand même. Mais si je dis oui, alors je deviens évoluée et consciente en te regardant faire. Il hésita, puis hocha la tête. Ça n'a pas besoin d'être douloureux, Chloé. Les gens de notre âge réinventent les relations. La monogamie n'est pas naturelle. On nous a juste conditionnés à le penser. Il fut un temps où je me serais disputée avec lui sur le champ, j'aurais élevé la voix, jeté quelque chose, posé toutes les questions qui me brûlaient la poitrine. Mais quelque chose en moi a cliqué à la place. Un interrupteur passant de la blessure à la froideur. J'ai pensé à mon atelier, aux années passées à économiser chaque centime pour monter cette entreprise. J'ai pensé au fait que c'était moi qui payais la majeure partie du crédit de la maison pendant qu'il passait d'un petit boulot à un autre avant de trouver sa vocation dans le coaching de vie vaguement défini. J'avais été le roc pour qu'il puisse expérimenter. Et maintenant, il était là, me disant que j'avais deux choix. Le regarder me tromper ou dégager. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le genre de sourire que l'on fait quand on voit enfin le plan du piège dans lequel on se trouve. D'accord, dis-je doucement. Je t'entends. Le soulagement inonda son visage. Il crut que c'était un accord. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, ajoutai-je, mais je digère l'info. C'est beaucoup. Il fit un pas vers moi, son expression s'adoucissant en une tendresse condescendante. Merci d'être ouverte d'esprit. Ça signifie beaucoup que tu sois même prête à l'envisager. Bien sûr, dis-je. Tu as fait beaucoup de travail sur toi. Je ne voudrais pas étouffer ça. Il n'entendit pas le tranchant dans ma voix. Ou peut-être qu'il choisit de ne pas l'entendre. Cette nuit-là, il alla se coucher dans notre chambre comme si tout allait bien, après m'avoir envoyé quelques liens vers des podcasts sur les relations libres et l'autonomie sexuelle. Je l'ai regardé depuis l'encadrement de la porte alors qu'il faisait défiler son téléphone, souriant à quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai dormi dans la chambre d'amis, prétextant que mon dos me faisait trop mal à cause du travail. Dans le noir, fixant le plafond, mon esprit cessa de tourner en rond et commença à s'organiser. Il pensait que j'avais deux options, soumission ou capitulation. L'applaudir ou m'écarter. Mais il y avait une troisième option. Je pouvais rester silencieuse, rester calme, le laisser croire que je processais. Et pendant ce temps, je pouvais découvrir exactement jusqu'où allait cette histoire avec Léa et ce que cela allait lui coûter. Vers minuit, je me suis glissée hors du lit, j'ai marché doucement dans le couloir et j'ai pris notre iPad commun sur l'étagère du salon. Nous l'avions acheté ensemble il y a 3 ans, configuré avec un compte familial, et il n'avait jamais pris la peine de changer les paramètres par défaut. Je me suis assise à la table de la cuisine, la lumière de l'écran peignant mes mains en bleu pâle. Voyons voir ce que tu as élargi, Maxime, chuchotai-je. J'ai ouvert l'agenda en premier. C'est là que je l'ai vu. De petites entrées avec un code couleur, remontant à des mois. Mercredi, 19h à 21h02. Développement personnel. Loft du quartier de la création. Léa. Mon cœur a ralenti, il n'a pas accéléré. Capture d'écran. Un autre mercredi. Même heure, même endroit. Capture d'écran.
Une colonne entière, semaine après semaine. Pas atelier, pas réseautage, juste cette phrase vague et suffisante, développement personnel. Chaque semaine. J'ai forcé ma respiration, comptant les inspirations comme je le fais pour ne pas foirer un filetage par frustration. Capture d'écran. Faire défiler. Capture d'écran. Quand j'ai eu fini, j'avais une jolie petite galerie de trahison. J'ai ouvert ses messages. Il l'avait renommée Muse dans ses contacts. Évidemment. Le fil remontait à 4 mois. Au début, ça semblait inoffensif. Des liens, des articles. Puis, comme une moto qui change de vitesse, le ton a changé. Je n'arrête pas de penser à notre conversation d'hier soir. Pareil. Tu es tellement plus éveillé qu'avant. Puis, Chloé est une bonne personne, mais elle est coincée, confortable, et le confort est l'ennemi de la croissance. J'ai relu cette phrase 3 fois. Il ne lui suffisait pas de tromper. Il avait besoin d'un manifeste expliquant pourquoi l'adultère faisait de lui un visionnaire. J'ai continué à faire défiler. Il s'envoyait des selfies depuis le loft que j'avais repéré. Briques apparentes, ampoules à filaments, plantes suspendues comme dans un décor de jungle urbaine. Elle assise en tailleur avec un journal. Lui tenant un mug de manière à montrer ses tatouages. Chaque fois que tu pars, j'ai l'impression de rétrécir, écrivait-elle. Tu n'as pas à le faire, répondait-il. Nous écrivons une nouvelle histoire, qui n'obéit à aucune règle sauf les nôtres. Ma poitrine était serrée, mais mes mains étaient stables. Je traitais ça comme n'importe quelle tâche fastidieuse à l'atelier. Pénible, mais nécessaire si on veut que le moteur redémarre. Les SMS étaient mauvais. Le dossier suivant était pire, les mémos vocaux. De minuscules ondes sonores traversant l'écran. Certains de Léa, d'autres de lui. J'en ai touché un envoyé il y a 2 semaines. La voix de Maxime a rempli la cuisine silencieuse, basse et intime. J'ai dit à Chloé aujourd'hui que je n'étais pas heureux. J'ai adouci le truc, mais c'est la vérité. Je ne suis pas heureux depuis des années. Je fais juste semblant. Tu sais, elle est confortable, fiable, mais il n'y a pas de profondeur, pas de défi. Te rencontrer à nouveau, ça a réveillé quelque chose. Je mérite plus que la stabilité. Je mérite la passion. Mes doigts se sont serrés sur l'iPad. Pas heureux depuis des années. Nous étions mariés depuis 4 ans. J'ai avalé ma salive et tapé sur un autre mémo. Celui-ci de Léa. C'est effrayant de lâcher une vieille vie. Mais tu n'as pas tort de vouloir plus. Tu es courageux. La plupart des gens restent endormis pour toujours. Chloé s'élèvera pour te rejoindre ou elle ne le fera pas. C'est son voyage, pas le tien. Mon voyage, apparemment, consistait à payer les factures pendant qu'ils s'applaudissaient mutuellement pour leur courage. Il y avait une dernière notification en haut de la liste. Un nouveau mémo que je n'avais pas vu, de Lucas, le jeune frère de Maxime. J'ai hésité. Lucas et moi n'avions jamais été proches. Il flottait de boulot en boulot, comptant sur l'argent de ses parents. Le titre du mémo était juste « Frérot ». J'ai appuyé. La voix de Lucas est sortie, paresseuse et amusée. Alors, elle le sait, demanda-t-il au milieu de l'enregistrement. Et maintenant, dit Maxime. Maintenant que je vois Léa aussi, répondit Lucas comme s'il parlait de la météo. Mon cœur s'est arrêté un instant. De quoi tu parles, demanda Maxime. Du calme, ria Lucas. Tu as dit que tu ne croyais pas à la possession. Que si la connexion est authentique, il y a assez d'amour pour tout le monde. Je pensais que ça voulait dire. Bruit de pas, tu couches avec elle, claqua Maxime. Depuis genre 3 semaines, dit Lucas. Je pensais que tu savais, mec. Elle a dit que vous aviez parlé de partage, de dépasser la jalousie. Un long silence l'est, puis la voix de Maxime, basse et tendue. C'est bon. Ouais. Non, je processais juste. T'es pas fâché, demanda Lucas. Non, mentit Maxime. Bien sûr que non. C'est ce que je voulais, non? Pas de possession. Lucas ria. Exactement. On est une famille.
On peut soutenir la croissance de l'autre. Le mémo s'est terminé. J'ai fixé la tablette. Donc c'était ça la réalité sous tout ce baratin sacré. Pas une communauté éclairée, juste un type utilisant un langage spirituel pour justifier de coucher avec son ex, et son frère qui passait derrière lui parce que la possession était trop basique pour sa conscience élevée. J'ai posé l'iPad. Je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. J'ai tout téléchargé, je me suis tout envoyé par email. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable nommé « Impôt 2023 » et j'ai tout glissé dedans. Puis j'ai pris un carnet, celui que j'utilise pour les commandes de pièces, et j'ai écrit en haut d'une page vierge « Journal de preuve Maxime, Léa, infidélité ». J'ai tout noté, date, heure, citation clé. Je l'ai traité comme un rapport de diagnostic pour un moteur cassé. Les gens mentent. Pas le papier. J'ai enfermé le carnet dans la caisse métallique que je gardais dans mon camion. Le lendemain, à ma pause déjeuner, j'ai appelé la seule personne capable de m'aider sans me juger. Karim. Nous nous étions rencontrés en cours du soir il y a 10 ans. Il était devenu mon meilleur ami. Celui qui avait dit à Maxime lors de notre mariage, « Si tu lui fais du mal, je hanterai ta vie. » Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Yo, reine de la clé à molette, dit-il. »« Quoi de neuf ? » ?»« Il faut qu'on parle, dis-je. »« C'est grave ? » ?»« Ouais. Assez grave. »« Ok. J'arrive. » J'apporte à manger. J'ai failli rire. « Karim, j'ai pas. » Trop tard. Envoie-moi un texto quand Maxime n'est pas là. On fera un raid dans ton garage comme au bon vieux temps. Karim a débarqué 25 minutes plus tard dans sa vieille Honda Civic dont le pare-choc tenait par la foi et des colsons. Il est sorti avec 2 sacs de kebab et un pack de bière. Kit de survie, dit-il. Je lui ai tout raconté. Les 2 choix de Maxime, Léa, le calendrier, les mémos vocaux, Lucas. Quand je suis arrivé à la partie sur Lucas, Karim a arrêté de manger. Il a posé son kebab très soigneusement. Je vais te poser une question, Chloé. Est-ce que, dans un univers quelconque, tu envisages de rester avec cet homme ? Non. Karim expira. Dieu merci. Parce que sinon je t'aurais jeté dans mon coffre pour t'emmener chez un psy. Alors, c'est quoi le plan ? Demanda-t-il. Je ne veux pas être imprudente, dis-je. Je veux être intelligente. La vengeance est un plat qui se mange avec un conseiller juridique, approuva Karim. Cela déclencha un souvenir. Attends, dis-je. On a signé un contrat de mariage. Les sourcils de Karim sautèrent. Attends, quoi ? Je suis allé chercher le dossier dans le bureau. Contrat de mariage, signé et notarié. Pourquoi il voulait un contrat ? Demanda Karim. Ses parents. Pour protéger son héritage. Donc il ne te faisait pas confiance. En gros. J'ai tendu les pages à Karim. Lis ça. Page 8. Il se pencha. Clause résolutoire en cas d'adultère. Dans le cas où l'une des parties s'engagerait dans des relations extraconjugales, la partie fidèle conserve la pleine propriété de la résidence principale, de tous les véhicules achetés conjointement. La partie infidèle perd tout droit sur les dits biens et sera responsable de ses propres frais juridiques. Note, une telle clause est rare et complexe en droit français, mais pour l'histoire, supposons qu'il s'agit d'une clause spécifique de donation au dernier vivant révocable ou d'une séparation stricte avec pénalité contractuelle. Karim me regarda comme si je venais de gagner au loto. Chloé. Il est foutu. Il ne s'en souvient pas, dis-je. Je suis sûre. Karim sourit méchamment. C'est encore mieux. Demain matin, avocat. Tu lâches ce contrat sur son bureau avec ta montagne de preuves. J'ai laissé échapper un souffle lent. Et Léa ? Tu veux qu'elle sente le coup aussi ? Demanda Karim. Elle a un copain, Antoine. Un mec sérieux. Il ne sait probablement rien. Parfait, dit Karim. Tu as une obligation morale d'informer ce pauvre homme. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Maître Laurent, spécialiste en droit de la famille. Un homme élégant,
aux yeux perçants mais bienveillants. J'ai tout déballé. Il a lu le contrat. Ah, murmura-t-il. Ça change tout. Madame Martin, vous êtes dans une position juridique extraordinairement forte. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre temps. Laissez Maxime aller à sa retraite spirituelle avec Léa. Laissez-le croire que tout se passe comme prévu. Je préparerai la requête en divorce. Dès qu'il sera servi, son avocat conseillera probablement de plier, vu la clause. À 11h30, j'ai rencontré Antoine dans un café du quartier Grasselin. Il avait l'air de quelqu'un de fiable. Je lui ai tendu le dossier. Il a lu en silence, les épaules s'affaissant. Depuis combien de temps, chuchota-t-il. 4 mois. Il a ri amèrement. Drôle. Le mois dernier, elle disait admirer ton mariage. Il s'est levé. Je termine ça aujourd'hui. Et je vais dire à tout le monde dans son groupe de coaching holistique qui elle est vraiment. De retour chez moi, Karim m'attendait. J'ai des nouvelles, dit-il en montrant son téléphone. Il avait laissé un avis Google 1 étoile sur l'atelier de Maxime et Léa, ambiance bizarre, citation Pinterest recyclée. Pas de remboursement. Le kombucha était correct. Il avait aussi inscrit Maxime à environ 1 million de listes de spam et créé 12 faux profils pour la retraite de Léa, bloquant ainsi les vrais clients. Karim, t'es un gamin, soupirai-je. Je suis ton lutin de soutien émotionnel. Le vendredi soir, Maxime a fait ses valises pour sa retraite en Ardèche. Tapis de yoga, snack bio, chemise en lin. Il m'a embrassé sur la joue. Merci d'être si compréhensive. À mon retour, on parlera de ce que ça signifie pour nous. Bien sûr, dis-je. Dès qu'il fut parti, j'ai envoyé un texto à Karim, la voie est libre. Nous avons changé les serrures. Pas pour le mettre dehors, mais pour symboliser la fin. Nous avons emballé ses affaires. Soigneusement. Ses livres, Devenir la flamme, et Authenticité radicale, dans des cartons étiquetés. Nous avons réorganisé le salon, enlevé les photos de couple, remis mes croquis au fusain. La maison était redevenue la mienne. Lundi soir, la voiture de Maxime est apparue dans l'allée. Il est entré en fredonnant, sentant la sauge. Il s'est figé en voyant le salon. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Cuisine, dis-je. Il y a quelque chose pour toi. Il a pris l'enveloppe jaune près du grille-pain. La requête en divorce et le contrat de mariage. Il a blêmi. Ce n'est pas possible. C'est fou. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis très sérieuse. On peut arranger ça. C'est fini. Il a essayé de parler. Tu voulais explorer, Maxime? Félicitations, tu es libre. Je suis montée me coucher et j'ai fermé la porte à clé. Il a passé la nuit sur le sol du salon. Le lendemain, il avait l'air petit, brisé. Chloé, s'il te plaît. Non. Je pense clairement pour la première fois depuis des mois. Sa famille a essayé d'intervenir. Sa mère, Véronique, m'a laissé des messages culpabilisants. Son frère, Lucas, m'a convoqué à une réunion de famille. J'y suis allée. Le samedi, dans leur pavillon de banlieue. Véronique, son père Bernard, Lucas et Maxime étaient là, assis comme un tribunal. Nous voulons juste comprendre, a dit Bernard. Ça semble brutal. J'ai sorti mon téléphone. J'ai lu les textos de Maxime à voix haute. J'ai joué le mémo vocal où il disait ne pas être heureux depuis des années. Puis j'ai joué celui de Lucas, alors, elle le sait que je vois Léa aussi. Le visage de Véronique est devenu blanc comme de la craie. Lucas a bégayé. J'ai rangé mon téléphone. Votre fils a prévu de me tromper avec son ex depuis des mois. Votre autre fils a participé. Ils ont tous les deux menti. Vous vous souvenez du contrat de mariage que vous m'avez forcé à signer? Il y a une clause d'infidélité. Il a tout perdu. J'ai tourné les talons. Tu m'as donné 2 choix, Maxime. Accepter ou m'écarter. J'ai choisi l'option 3. Je suis sortie sous les cris et les pleurs. Le divorce a été prononcé en septembre. Maxime n'a pas contesté,
coincé par l'épreuve. J'ai gardé la maison, l'atelier et mes économies. Il a emménagé dans un studio bruyant. L'entreprise de Léa a coulé après qu'Antoine a tout révélé. Elle est partie dans le Larzac élever des chèvres, ou un truc du genre. En octobre, mon atelier tournait à plein régime. Un soir pluvieux, alors que je jouais à la console avec Karim et mon chat, on a frappé violemment à la porte. C'était Maxime. Ivre, trempé, en jogging sale. Chloé, on doit parler. Tu as ruiné ma vie. Karim est apparu derrière moi. Techniquement, tu as ruiné ta propre vie. Elle a juste gardé les traces. Maxime a pleuré. Il a supplié. Je n'ai nulle part où aller. Tu ne me manques pas, Maxime, dis-je. C'est la stabilité qui te manque. J'ai appelé ses parents. Véronique est venue le chercher, honteuse. Quand la porte s'est refermée, Karim s'est affalé sur le canapé. C'était la chose la plus pathétique que j'ai jamais vue. J'ai ri. Un vrai rire, léger. La vie continuait. Et Maxime était devenu exactement ce qu'il aurait toujours dû être, un souvenir.